Petite boisson chaude. Et ben c'est parti, fou. Bon, alors, le printemps républicain a tenu et représenté la ligne laïciste, il a influencé la politique et les médias, mais en 2022, son soutien à Macron ne donne rien, et les voilà en déshérence. Pourtant, depuis sa création, il y a une forme de dénonciation quand même à géométrie variable chez ce mouvement et ses supporters qui annoncent déjà la couleur. Et si j'étais contraint à un tel choix, si le vote blanc était impossible, si le vote était obligatoire, etc., le républicain que je suis préférerait voter pour une fausse républicaine que pour un démagogue dont l'intérêt l'emporte sur les convictions, plutôt Trump que Chavez. Bienvenue dans le 3e et dernier volet de notre série sur le printemps républicain. Bon, alors, là où on en est rendu dans notre petite histoire à propos du printemps républicain, on se rend bien compte qu'il y a un déséquilibre très étrange. Dans leurs communiqués ou dans leur prise de parole, il y a des grandes figures du mouvement qui disent s'attaquer autant aux dérives de la gauche qu'à l'extrême droite. Si nous-mêmes venons de la gauche et sommes soucieux de son état actuel, et plus encore de l'éloignement de certains, en son sein, par rapport à ses principes républicains, notre démarche s'adresse à tous. Pourtant, dans les faits... Mon travail à l'époque était de dire du mal de Mélenchon au PS. On m'avait demandé ça, c'était explicitement mon cahier des charges, et alors ce dont je m'acquittais avec grand plaisir. Bon, c'était dans les années 2000, hein, mais en fait, il a pas arrêté. Dans un éventuel second tour Mélenchon et Le Pen, qui me paraît, si je puis me permettre, extrêmement improbable, vous voteriez Le Pen? Oui, il est hautement improbable ce deuxième tour. Alors, ce que j'ai dit, c'est que si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterai pour la première avant d'entrer en résistance. Bon, il est évidemment loin d'être le seul. Hein. Par exemple, Sifaoui, vous savez, le profiteur du fonds Marianne et maintenant youtubeur, eh ben, il va sur des radios dire ça. Et les fossoyeurs de la République, ils existent toujours? Oui, les fossoyeurs de la République, ils font le lit de l'extrême droite et de Marine Le Pen? Exactement. Et vous pensez à qui? Je pense à Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Mais Merci. pas seulement, Et mais pas qui seulement alors, qui ceux que j'ai cités. Mais vous avez quelques-uns dans la Mélenchonie, si j'ose dire, qui représentent le courant politique ou la version politique de ces fossoyeurs de la République. Vous avez après dans le monde intellectuel un certain nombre de personnalités. Vous avez dans le monde médiatique, évidemment, tout le cheptel autour de Mediapart et du Plenel. J'ai cité tout à l'heure le tristement célèbre Pascal Boniface. Fossoyeurs de la République. Mais oui, pour moi, ce sont des fossoyeurs de la République. Et puis bon, il a fait une émission sur le danger Mélenchon et une autre pour dire que les violences policières, ça n'existe pas. Évidemment, rien sur Zemmour ou Le Pen. Et puis il y a eu aussi le harcèlement de la militante antiraciste Rokhaya Diallo sur Twitter. Là encore, une militante de gauche. C'est même pas nous qui le disons, hein, c'est Le Monde. Un tour sur Twitter suffit pour voir la constance avec laquelle le philosophe Raphaël Enthoven, l'essayiste Roland Bouvet et le préfet Gilles Clavreul, ces deux derniers étant membres du Printemps républicain, attaquent Rokhaya Diallo. Et d'ailleurs, quand on a publié le premier volet de cette série, on a été partagé très vite par Gilles Clavreul, qui cite l'article de Conspiracy Watch contre nous, dont on a parlé la semaine dernière. Alors pour ce qui est de la jambe qui attaque la NUPES, les ONG ou bien Médine, Rokhaya Diallo et Eric Fassin, on a bien compris qu'elle existait et qu'elle était bien musclée. Hein. Par contre, on se demande un peu, elle est où la deuxième jambe, celle censée tacler l'extrême droite? Parce que pour l'instant, ça ressemble plutôt à une jambe de bois, hein, plutôt miteuse avec des verres là. Ouais. Bon, en fait, avec les nuances de droite, c'est plutôt le contraire qui se produit. Les figures du printemps républicain, elles sont plutôt appréciées. Par exemple, à la mort de Laurent Bouvet, Le Point, qui est un hebdomadaire sarkozyste, va le saluer en le qualifiant de soldat de la gauche républicaine. Pire que ça, ils vont même être soutenus par Valeurs Actuelles. Évidemment contre Mélenchon, hein, qui disait que ce sont des fanatiques anti-musulmans. Mais bon, ce qui manque le plus à ces gens, ce sont des prises de position sur la laïcité. Par exemple, en 2018, Macron, il va à la conférence des évêques de France et il fait un discours. Je suis convaincu que les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme se sont forgés dans ces moments où est vérifiée la valeur réelle des hommes et des femmes. Oui, la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques.
Je sais pas, hein, mais moi, franchement, j'ai l'impression que quand on est laïque, ce genre de propos d'un président de la République, ça devrait faire sauter au plafond, non? Vous croyez qu'il y a eu une chronique de Caroline Fourest, de Rachel Kahn, de Raphaël Enthoven? Rien du tout. Nada. Donc, jusqu'en 2022, le printemps républicain n'attaquait quasiment que l'islam et la gauche. Et aujourd'hui, le printemps républicain, bon, faut être honnête, hein, c'est une coquille vide de laquelle on attend surtout l'annonce de la fin. Non mais regardez le calendrier des événements sur leur site, hein, c'est un désert. El Khatmi a laissé la place de présidente à Marie Cabrette, une ancienne de Charlie Hebdo. Et vous la connaissez, vous? Ouais, bah nous non plus. Hein. Malgré cette lente agonie, il s'est quand même passé quelque chose en octobre 2023. Il y a un texte qui a été publié après 1 an et demi de silence. Et il parle de la situation au Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine. L'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre 2023... Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez ? Et la réponse du gouvernement d'extrême droite israélien par une tentative de génocide encore en cours, c'est un point de bascule pour tout le monde médiatique. Le simple fait de dire que les attaques horribles du Hamas ne justifient pas un génocide, ce qui est juste une marque d'humanité, eh bien en France, c'est s'opposer au rouleau compresseur médiatique. Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Oui, je condamne les actions du Hamas. Que les choses soient bien claires. Prouvez-le. D'ailleurs, faut saluer Zineb El Razaoui, hein, une proche du mouvement que vous connaissez peut-être pour ça. Il faut dire que, par exemple, sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si. Même Pro, il est choqué. Et pourtant, en décembre, Pécresse lui avait retiré un prix Simone Veil pour la paix. Tout ça, pas pour avoir appelé à tirer sur des gens, non, arrêtez. Mais parce qu'elle a, attention c'est technique, retweeté un type qui compare ce qu'il se passe à Gaza à la déportation d'Auschwitz. C'est fou quand même qu'essayer d'alerter sur la situation en Palestine avec une comparaison un peu douteuse choque plus les politiques proches du printemps républicain que les appels au meurtre ou le génocide en cours en Palestine lui-même. Et c'est loin d'être une position isolée d'ailleurs, celle de Pécresse. Mais allons voir ce que dit Rafi. Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie. Et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant. Bon, vous le savez, ici, vous êtes chez les monstrueux qui essaient de comprendre. Déduire l'abominable de la politique, c'est monstrueux. Ce raisonnement est monstrueux. Vouloir raisonner ici, c'est monstrueux. On n'explique pas la barbarie, sinon on perd la barbarie. Mais évidemment, le vernis de philosophe tombe assez rapidement pour montrer le véritable visage d'Enthoven. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Et là, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bon, et puis là encore, il faut parler de Mohamed Sifawi qui, pendant le massacre des Gazaouis, fait 16 minutes de vidéo pour raconter encore et toujours les images du 7 octobre, hein, pour là aussi hiérarchiser. Je sais que certains iront chercher des parallèles, des comparaisons avec d'autres images, notamment celles des civils gazaouis tués durant les bombardements israéliens. Mais je le redis, cela n'a absolument rien à voir, car s'il ne peut exister de hiérarchie entre les victimes civiles, je le répète, la manière de donner la mort en temps de guerre, elle, se hiérarchise. On en a moins parlé, mais vous pouvez aussi regarder ce qu'en dit Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, proche également du printemps républicain. Comme la France insoumise et autres variantes communistes, trotskistes, écologistes, qui professent qu'ils n'ont aucun problème avec les Juifs, mais avec l'État d'Israël. Cela leur permet de rallier électoralement la part des Français issus de l'immigration musulmane, qui détestent l'État d'Israël, tout en prétendant qu'ils n'ont pas de problème avec les Juifs. Bon, déjà vous remarquerez que tout l'électorat musulman est par principe antisémite pour Val.
Et attention, il dit pas ça hors du contexte de génocide, hein. Ça c'est sa première chronique de l'année 2024 sur Europe 1 Bolloré. Au moment où il l'a fait, on sait que des dizaines de milliers de Gazaouis ont été tués par l'armée israélienne dans un enfer à ciel ouvert. Et pour ces gens, avoir un problème avec l'État d'Israël, même quand il est en train de commettre un génocide, c'est être antisémite. Le communiqué du printemps républicain de Marie Cabrette dit la même chose. La rhétorique de l'extrême gauche proclame « toutes les vies se valent ». Oui, toutes les vies se valent, mais les bourreaux et les victimes ne se valent pas. Il y a un agresseur, le Hamas, et un agressé, Israël. Une rhétorique redoutable se met en place qui consiste à dire qu'il y a alors une victime qui se défend comme elle peut, les Palestiniens, et donc un coupable, et un seul, Israël. Israël, mais en fait, les Juifs. Sinon, pourquoi les pourchasser dans le monde entier? Donc voilà, dire que toutes les vies se valent, pour eux, c'est antisémite. Et globalement, c'est le même discours que celui de Macron, ou de Le Pen, Zemmour et leurs sbires par exemple. Mais la grandeur de l'armée d'Israël sera justement de respecter ces règles que les terroristes du Hamas ont, eux, honteusement et lâchement bafouées. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout. Donc je dis, l'horreur a été atteinte avec ces massacres du 7 octobre. Il ne faut pas l'oublier. Et Israël a le droit de se défendre. Donc je ne suis pas d'accord avec la trêve humanitaire puisque vous m'interrogez là-dessus. C'est marrant ça, hein, qu'ils aient pile le même discours que le printemps républicain et que les médias. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Bon alors, la grande question quand même, c'est que va faire le printemps républicain pour la présidentielle de 2027? Peut-être soutenir Valls, qui dit dans Challenge qu'il est à nouveau à la mode. Non, bon, vous avez deviné, hein, c'est pas ce qui va se passer. En fait, le printemps républicain est en train de se scinder avec des soutiens chez Macron, comme Berger ou Darmanin dans des ministères, et d'autres, enfin quelques-uns, qui vont sûrement retourner vers Valls, ou Glucksmann, ou Cazeneuve. Mais pour les derniers, eh bien les masques sont tombés. Écoutez ce que dit maintenant Zineb El Razaoui sur la mouvance autour du printemps républicain. Ce n'était plus possible de se taire après des semaines d'un crime de masse dont des images atroces nous parvenaient tous les jours. Tous les jours, on voyait des Palestiniens ramasser leurs enfants ou ce qu'il en reste dans des sacs poubelles. Ma séparation, mon divorce maintenant avec ce milieu laïque, le printemps républicain. Il y a d'abord eu la campagne présidentielle précédente où j'ai vu une partie de cette mouvance en fait se vautrer dans le zémourisme le plus crasse, le plus décomplexé, ce qui moi n'était pas absolument pas le projet de société que je défendrais en tant que laïque, et j'estimais même que c'était en fait que ces gens salissaient, nuisaient à ce qu'est la laïcité, à ce qu'elle devrait être. Ce virage, il se fait parfois pour défendre Macron. Par exemple, pour la loi immigration. Et on rappelle que cette loi, elle instaure, par exemple, la préférence nationale, hein, défendue par Jean-Marie Le Pen pendant des décennies. Et le RN lui-même se félicite du vote, alors que les ONG sont vent debout contre. Et voilà ce que vient raconter Caroline Fourest là-dessus. Et en même temps, le loup n'y est toujours pas, et il n'est pas forcément dans ce texte. En tout cas, il n'y est pas autant que ce que la NUPES, que ce que Jean-Luc Mélenchon va essayer de nous faire croire. Et ce que le Rassemblement national lui-même. Et ce que le Rassemblement national voudrait lui-même nous faire croire, exactement. Comme un jeu d'ombre où chacun a intérêt à ce théâtre, en réalité. D'ailleurs, on a quand même compris depuis cette session parlementaire à quel point les deux ont intérêt à jouer ensemble la même partition. En fait, il y a une bonne et une mauvaise préférence nationale. Enfin bref, c'est toujours, vous savez, le truc à géométrie variable du printemps républicain. Bon, après, il y en a qui y vont plus franco, hein, comme Elisabeth Badinter qui dit que plus personne ne défend la laïcité, sauf Marine Le Pen, bien entendu. Mais le retournement, ou plutôt l'évolution la plus remarquable, c'est évidemment celle d'Amine El Khatmi, désormais ex-présidente du printemps républicain. Son retournement de veste, il est monumental, hein. Bon, pas vers Mélenchon et la France insoumise, hein, rassurez-vous. Il a carrément un édito chaque vendredi sur Sud Radio pour cracher sa bile. Les insoumis prouvent qu'antisionisme et antisémitisme ne sont que les deux faces d'une seule et même pièce. Par contre, plus question d'épargner Macron. En début d'année 2024, il sort un livre, Cynisme, dérive et trahison, dans lequel il épingle le président. Et très certainement parce que le président lui a pas donné de siège en 2022, hein. Oh, bébou. T'as refusé un siège, donc on fait un bouquin sur toi, hein. Ça c'est un grand classique de la lutte des places. Mais il va plus loin.
Par exemple, en allant à la grande confrontation de Livre Noir, où Zemmour est acclamé pour tranquillement débattre avec lui, et il lui dit ça. Je préférerais toujours venir acter des désaccords avec des patriotes de droite que de prendre le risque de m'afficher avec une gauche qui a fait de la haine anti-France un moteur et un carburant. Vous êtes d'accord ? Là encore, on prend les mensonges sur Médine pour argent comptant. Les Palestiniens sont d'office considérés comme des terroristes. Bref, El Khatmi a changé de public et ça s'entend, puisque là, il est quand même acclamé par les admirateurs de Zemmour. Il va même dire que dans un second tour, Le Pen-Mélenchon, il voterait Le Pen. Ce que salue par exemple le site F de Souche. Et oh, surprise, on apprend dans Le Monde que le RN se prépare à donner peut-être un siège aux européennes à El Khatmi. Mais bon, peut-être pas, parce que c'est trop tôt. Mais bon, qui sait après, hein? Bon, pour l'instant, c'est plutôt comme des toutous qui apprennent à se connaître, là, ça s'apprivoise, ça se rapproche, et on en est persuadé. El Khatmi se rêve en porte-parole de Le Pen. Finalement, on est même en droit de se demander s'il n'a pas sciemment épargné Le Pen toutes ces années pour pouvoir plus facilement se rapprocher d'elle en vue du pouvoir. Au cas où, hein. Après, on a aussi une explication beaucoup plus simple. Au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, idéologiquement, le tour de passe-passe, il s'explique assez facilement. On va faire des nuages de mots. Pour le printemps républicain, ce qui est gentil, c'est la laïcité d'abord. Après, il y a la République, l'universalisme, et tout ça, ça va ensemble. Et les méchants, ce sont les frères musulmans, les islamistes, les terroristes, les islamo-gauchistes ou les ambigus avec la laïcité. À une époque, ils prétendaient qu'il y avait aussi l'extrême droite, les préjugés ou les discriminations. Mais on a bien vu que ça a complètement disparu de leurs actions. Bon, attention, ça veut pas dire que être pour la République ou contre le terrorisme, c'est pas bien. Hein. C'est juste que c'est ce que le printemps républicain veut mettre en avant jusque dans son nom. Par contre, il y a déjà des liens avec les Zemmour et Le Pen, par exemple sur le communautarisme, leur grand méchant. Et c'est logique, puisque les proches de Valls ont fondé le printemps républicain en espérant récupérer des voix de Le Pen. En face du communautarisme, l'extrême droite met l'intégration, la France, la nation et ses traditions. Et elle est contre la racaille issue de l'immigration qui fait des banlieues, des zones de non-droit et les anti-France. Nous, au Canard, on est plutôt contre la racaille anti-France qui vole des sous au Parlement européen et bénéficie de l'immunité. On en a fait une vidéo d'ailleurs. Bon, revenons à nos nuages de mots. En fait, ce qui intéresse Le Pen chez les laïcistes, c'est surtout la République. Parce que c'est un peu le mot qui pourrait parachever sa normalisation. Et puis, comme on l'a vu, la laïcité du printemps républicain, elle cible la gauche et les musulmans. Elle a même pas besoin de faire d'efforts. Les zones de non-droit, en fait, elles sont islamisées, Et puis, la racaille, en fait, elle est islamiste. Et les anti-France, c'est les islamo-gauchistes ambigus avec la laïcité. Et l'immigration, c'est toujours de potentiels terroristes. Tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Vous voyez, ça glisse tout seul. Le Pen, elle a qu'à se pencher pour devenir une défenseuse de la laïcité et de la République. Complètement à rebours de tout ce que ces termes voulaient vraiment dire. Et pour les laïcistes proches du printemps républicain, il y a des contreparties positives à leur ralliement, ou plutôt à leur domestication par le RN. Il y a ceux qui veulent accéder au pouvoir, comme El Khatmi, qui voient en le RN leur nouvelle porte d'entrée à l'Assemblée ou dans un ministère. Tandis que pour ceux qui veulent juste continuer leur propagande, ne pas trop taper sur le parti qu'ils imaginent au pouvoir en 2027, ça leur garantit de garder leur place face à des gens qui n'hésiteront pas à virer leurs opposants de tout poste intéressant. Bon, avec tout ça, est-ce qu'il nous reste encore de l'espoir? Bah ouais, en fait, parce que tout ce dont on vous parle, on le sait déjà. Il y a même des sondages qui semblent montrer que 2 jeunes sur 3 se sont bien rendus compte de l'instrumentalisation de la laïcité contre les musulmans. La laïcité, pendant plus de 10 ans, c'est devenu le cheval de Troie du racisme, de l'islamophobie, et même, on l'a vu, de la relativisation abjecte du génocide en cours en Palestine. Alors qu'à la base, c'est pas du tout l'objet de la loi de 1905, qui doit garantir à chacune et à chacun de pouvoir librement croire ou ne pas croire sans intervention de l'État dans les cultes. La vérité sur la laïcité, c'est que son dévoiement par Valls et sa bande a complètement échoué. Ça se voit trop qu'ils voulaient récupérer des voix de Le Pen sans savoir comment faire. Et il y a toute une classe politique et médiatique, bourgeoise,
qui a suivi. Mais chez les électeurs, ça n'a jamais pris. Il y a bien quelques personnes qui font le lien directement entre terrorisme et la laïcité, comme lui là. On a eu quelques commentaires là-dessus sur la première vidéo, souvent moins caricaturaux, mais pas toujours. Mais c'est rien du tout par rapport à toutes celles et ceux qui ont vu cette propagande pour ce qu'elle est. Tout le monde voit bien que s'attaquer à la baya pour lutter contre le terrorisme, en plus d'être islamophobe, c'est une stratégie complètement rincée. Et que ce qui menace vraiment nos existences se trouve ailleurs. Si on fait le bilan, le printemps républicain, il a surtout été médiatique. Il a permis à des figures de s'installer sur les écrans et les ondes. Il a occupé l'espace médiatique et maintenant, main dans la main avec le RN, ou avec Valls, ou Macron, pour quelques-uns d'entre eux, ils vont essayer encore une fois de prendre le pouvoir. La différence, c'est que maintenant, vous les connaissez vraiment. C'était Emric à l'écriture, Nina à la présentation et Pixel au montage. Et on remercie Thomas Luquet pour sa relecture. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette série en 3 épisodes. Et si vous voulez nous prouver que vous êtes restés jusqu'à la fin, vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, mais aussi peut-être nous dire quel est votre titre préféré de Medine. Et si vous connaissez pas encore Medine, allez l'écouter, c'est chambé. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!